Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et avec un nouveau travail, il s'agit bien évidemment de soutien. Et donc comme vous le savez déjà, le travail du deuxième semestre c'était le théâtre et vous avez vu la structure du théâtre. Il s'agit bien évidemment de la scène d'exposition, puis on est passé au nœud qui est le problème, puis les péripéties ce sont les actions entreprises par les personnages pour trouver la solution. Puis, il y a le dénouement ou la solution trouvée à la fin de la pièce. On va entamer le soutien de la séquence numéro 4. Les péripéties, c'est le titre de cette séquence. L'objectif de cette séquence, c'est bien évidemment lire, produire et jouer les péripéties de la pièce théâtrale. Nous avons comme texte de lecture le coup de théâtre. Vous avez vu le coup de théâtre comme texte de lecture dans une pièce de théâtre. Et bien sûr, ces activités de soutien, ce sont les activités de consolidation. Et nous avons comme objectif pour consolider, c'est reconnaître le coup de théâtre dans une pièce. Nous avons d'abord le support. Et avant d'entamer le support, nous parlons de la situation, bien sûr. Donc, nous avons comme situation, Eurydice est une jeune comédienne de deuxième classe qui aime Orphée. Un jeune violoniste. Elle a reçu une lettre de Dulac, son ancien ami. Pour se débarrasser de lui, elle est sortie en courant, mais elle a eu un accident routier. Le garçon vient informer les deux rivaux, Orphée et Dulac, de la mort d'Eurydice. Maintenant, nous allons voir et nous allons écouter le support. Il est placé dans l'acte numéro 2, la scène 6, et c'est la scène des péripéties. Le garçon, monsieur Orphée, qu'est-ce que c'est? Le garçon, c'est un agent de la camionnette de la police. Qu'est-ce qu'il veut, Orphée? Le garçon, il vient demander s'il y avait quelqu'un ici qui était parent de la jeune fille, parce qu'elle a eu un accident, monsieur, dans le car de Toulon. Orphée crie comme un fou. Elle est blessée, elle est en bas, il se précipite dans le couloir du lac, le suit jetant son cigare avec un giron étouffé. La jeune fille disparaît aussi du lac en sortant. Qu'est-ce qu'il allait faire dans le car de Toulon? Le garçon est resté seul en face de M. Henri, qui n'a pas fait un geste. Le garçon, ils ne sauront jamais ce qu'il voulait y faire. Elle n'est pas blessée. Elle est morte. En sortant de Marseille, le car a accroché un camion citerne. Les autres voyageurs ont seulement reçu des éclats de vitres. Il n'y a qu'elle. Je l'ai vue. Ils l'ont étendue dans le fond de la camionnette. Elle n'a qu'une toute petite blessure à la tempe. On dirait qu'elle dort. Monsieur Henri ne semble pas l'entendre, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. Il passe devant lui. Sur le seuil, il se retourne. Monsieur Henri, vous direz qu'on prépare ma note. Je pars ce soir. Il sort. Le rideau tombe. Jean Anouilh, c'est le dramaturge. Maintenant, on passe aux questions. Vous faites une lecture silencieuse et répondez aux questions de compréhension suivantes. Vous tracez d'abord le tableau sur vos cahiers et à vous. Vous mettez, je lis le texte ci-dessus et je réponds aux questions. Vous allez travailler sur le genre de texte que vous voyez sur le tableau, le nom du dramaturge, le titre de la pièce de théâtre et la maison d'édition. J'espère que vous l'avez trouvé. Donc, vous avez trouvé certainement comme réponse ce qui suit. Le genre du texte, c'est un texte théâtral.
Oui, c'est ça, c'est un texte théâtral. C'est très bien. Le nom du dramaturge. Donc le dramaturge est, oui, c'est très bien, c'est Jean Anouilh. Le titre de la pièce de théâtre, et bien sûr, c'est le titre de l'œuvre, c'est Eurydice. Oui, c'est bien. Et la maison d'édition, c'est la maison de l'édition Bordas. Oui, c'est très bien. Maintenant, on passe aux autres questions. Quels sont d'abord les personnages de la scène? Qu'est-il arrivé à Eurydice? Et donc, vous devez revenir à l'extrait. Quel est le rôle que joue l'entrée du garçon par rapport à la progression de l'histoire? Qu'est-ce qui montre que la pièce n'est pas encore finie? Et à partir de la lecture, vous relisez les didascalies et vous relevez ce qu'elle indique. Le déplacement, le temps de la voix, les émotions, les lieux et les costumes. Voilà, j'espère que vous allez très bien. Donc on revient à l'extrait, on voit tout ce qui importe pour trouver les réponses exactes. Voilà, c'est bien. Donc on passe aux réponses. Les personnages. Donc toujours il y a dans le théâtre, il y a des personnages. Toujours dans un texte, il y a des personnages. Les personnages de la scène sont, oui, c'est très bien, c'est le garçon, Orphée, Dulac et Monsieur Henri. Il y a 4 personnages. Eurydice, qu'est-il arrivé à Eurydice? Eurydice, c'est très bien, il a eu un accident et elle est morte, la pauvre. L'autre question, la 4e question, le garçon joue le rôle de porter un message. Mais ce n'est pas n'importe quel message, c'est une mauvaise nouvelle. Il a porté un message de la mort d'Eurydice à cause d'un accident. Oui, c'est très bien. Et la 5e question, ce qui montre que la pièce n'est pas encore finie, d'abord, parce qu'il s'agit d'un coup de théâtre qui va changer l'action dramatique. Et la 6e question, qui a le rapport avec le tableau, c'est les didascalies et qu'est-ce qu'ils indiquent. Nous avons la première didascalie ou les didascalies qui indiquent le déplacement. On va prendre dans l'extrait et se précipite dans le couloir. Dulac le suit. Nous avons en sortant, il passe devant lui, sur le seuil, il se retourne, il sort. Donc, comme vous remarquez, il y a plusieurs didascalies qui indiquent le déplacement. Maintenant, on va voir le ton de la voix. Le ton de la voix, c'est-à-dire comment il a réagi, comment il a parlé. Crie comme un fou. Un juron étouffé. Voilà, c'est très bien. Maintenant, les émotions. Les émotions crient comme un fou. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il exprime? Crier comme un fou. Il exprime bien sûr la colère. La colère, c'est une émotion, c'est un sentiment. Nous avons les lieux. Donc les lieux qui sont mentionnés, qui sont indiqués dans les didascalies, il s'agit bien sûr dans le couloir, sur le seuil. Et enfin, il y a les costumes. Et bien sûr, il y a les costumes. On a la présentation du costume, les poches de son manteau où on peut prendre seulement son manteau. Très bien. Voilà comme rappel de ce que vous avez déjà vu. Il y a le rappel du coup de théâtre. C'est quoi un coup de théâtre? Un coup de théâtre est un événement inattendu. Dans le récit, nous avons un événement inattendu, un élément perturbateur qui va changer le cours de l'histoire. Dans la pièce de théâtre, on l'appelle, c'est un coup de théâtre qui va changer le cours de la pièce de théâtre. Il provoque un changement soudain. Il est bref, il est brusque dans l'action dramatique de la pièce. Et dans la situation des personnages, bien sûr. Il sert
à relancer l'intérêt des spectateurs. Dans cette scène, l'entrée du garçon, donc comme vous l'avez vu dans l'extrait, le garçon qui est entré, qui est porteur d'un message, et ce n'est pas n'importe quel message. C'est une mauvaise nouvelle. Pour apporter la mauvaise nouvelle de la mort d'Eurydice, c'est un coup de théâtre imprévu et bien sûr il est brutal qui va provoquer un changement dans l'action dramatique. Donc ça c'est le rappel. On passe maintenant à la phase de langue et communication. Donc, puisqu'il s'agit d'un soutien, il y a le mélange entre la compréhension de l'écrit, la langue et communication, et bien sûr à la fin il y a un projet de production écrite. Dans la langue et communication, on va voir rapporter un discours. Mais avant de l'entamer, avant de commencer le travail, on va faire le petit rappel. Au discours direct, les paroles sont rapportées telles qu'elles ont été prononcées. On utilise la ponctuation du dialogue. Donc, dans cette ponctuation du dialogue, il s'agit de 2 points. Il s'agit des guillemets, l'ouverture de guillemets et la fermeture de guillemets à la fin du discours direct, puis il s'agit du petit trait. Au discours indirect, on intègre les paroles dans une proposition subordonnée, c'est-à-dire il y a un changement. Lorsque le verbe introducteur est au présent, c'est-à-dire par quoi on a introduit le discours direct, est au présent, le temps, je dis le temps des verbes. Les adverbes de temps, on peut les ajouter, mais ce n'est pas les pronoms personnels, ce n'est pas les adjectifs possessifs qui peuvent changer. Le temps des verbes ne change pas. Je répète, donc pour être dans l'image, j'ai dit au discours indirect, on intègre les paroles dans une proposition subordonnée. Lorsque le verbe introducteur est au présent, le temps, comme j'ai dit, des verbes ne change pas. Mais lorsque le verbe introducteur est au passé, le temps des verbes change. Et ce n'est pas seulement le temps des verbes, on peut ajouter même les adverbes de temps, on peut ajouter les adjectifs possessifs, on peut ajouter parfois les pronoms personnels, parfois les adjectifs démonstratifs plus le nom, on ajoute là à la fin pour avoir le changement avec le verbe introducteur au passé. La remarque, c'est que dans l'impératif devient infinitif. Et les adverbes et les adjectifs interrogatifs restent invariables, ils ne changent pas, comme par exemple l'utilisation de quel, comment, combien, pourquoi, où, qui, et ainsi de suite. Maintenant, on passe à un exercice d'application. Vous écrivez « Je transpose au discours indirect » et vous prenez les phrases. Ce n'est pas la première fois que j'ai un incident sur scène, fait remarquer la comédienne. Deuxième phrase, Louison se dit « Je m'attends à un merci ». Troisième phrase, elle répond à sa mère « Je sais lire et écrire ». Et la quatrième phrase, « Je veux devenir comme vous », ajoute Louison à sa mère. Voilà, donc vous allez essayer de transposer du discours direct vers le discours indirect. Je vous donne quelques instants pour le faire, mais c'est très simple. Nous avons toujours le verbe introducteur. On doit regarder le verbe introducteur. Il est au présent, donc il n'y aurait plus de changement, seulement les changements des guillemets bien sûr, et les changements de si nous avons un adjectif possessif ou si nous avons un pronom personnel qui va rejoindre celui qui parle, et bien évidemment on doit le changer. Je vous donne les réponses. Ce n'est pas la première fois que j'ai un incident sur scène, fait remarquer la comédienne. La comédienne fait remarquer que ce n'est pas la première fois qu'il a un incident sur scène. Que remplace les guillemets et nous avons le changement du pronom personnel « il ». Deuxième phrase, Louison se dit « Je m'attends à un merci ». Donc la transposition, Louison se dit qu'il s'attend à un merci. Qu'est-ce qu'on a changé ici? On a changé les guillemets par que, bien sûr, et nous avons changé en même temps le pronom personnel
je pars, il. Et bien sûr, puisque nous avons fait il, le verbe s'attendre, il doit joindre le pronom personnel puisqu'il s'accorde avec lui en genre et en nombre. Il s'attend à un merci. La troisième phrase, elle répond à sa mère, je sais lire et écrire. Voilà, comme vous voyez, elle, c'est la mère qui parle, ou la fille qui parle, elle répond à sa mère qu'elle sait lire et écrire. Donc, elle, c'est la fille et que remplace les guillemets. Quatrième phrase, je veux devenir comme vous, ajoute Louison à sa mère. Donc, Louison ajoute à sa mère qu'il veut devenir comme elle. Et voilà, donc vous avez l'exercice d'application. Maintenant, je recopie les phrases de l'exercice précédent, mais maintenant on doit mettre les verbes introducteurs au passé et on applique la concordance des temps dans la phrase numéro 1, 2, 3 et 4. Vous aurez comme réponse. La comédienne a fait, comme vous le remarquez, le verbe introducteur, il est au passé composé et donc il y aurait le changement suivant. A fait remarquer que ce n'était pas la première fois qu'il avait ou qu'elle avait un incident sur scène. Qu'est-ce que nous avons comme changement? Le que qui remplace toujours les guillemets et nous avons le présent qui est devenu imparfait. La deuxième phrase. Louison s'est dit qu'il s'attendait à un merci. Donc, s'est dit, c'est le passé composé, il s'attendait, c'est l'imparfait. Donc, le présent qui devient imparfait. Troisième phrase, elle avait répondu, comme vous le remarquez, il y a le verbe introducteur qui est au plus que parfait, donc il s'agit du passé. Nous avons le changement dans le temps, c'est savait, qu'elle savait lire et écrire. La quatrième phrase, Louison ajouta à sa mère. Donc nous avons le verbe introducteur qui est le verbe ajouté au passé simple et bien sûr c'est du passé. Donc nous aurons la transformation suivante ou le changement suivant, c'est vouloir à l'imparfait. Donc le présent devient un imparfait. Et donc je vous propose de faire l'exercice numéro 3, la page 164. Voilà. Ça c'est pour la question du discours direct. Maintenant, on va passer à une autre leçon de langue et communication. Il s'agit bien sûr de la complétive par que. Et donc, on a travaillé avec un tableau dans la complétive par que pour savoir quels sont les verbes avec lesquels qui introduisent le subjonctif et les verbes qui introduisent le mode de l'indicatif. On va faire le petit rappel. La complétive est généralement introduite par la conjonction que. Le mode du verbe de la complétive dépend du verbe de la principale. Est-ce que nous avons un verbe modalisateur? Est-ce qu'il s'agit de la confirmation? Est-ce qu'il s'agit de la déclaration? Est-ce qu'il s'agit du doute? Est-ce qu'il s'agit de la volonté, de l'espérance, du souhait, etc. Et donc, à chaque moment, on a le changement du mode, suivant l'intention du locuteur ou l'intention de celui qui parle, et suivant le verbe modalisateur ou le verbe introducteur de la phrase ou de la proposition subordonnée. Voilà, je vous donne un exercice d'application. Vous mettez sur vos cahiers, je souligne les propositions subordonnées. Maintenant, on commence d'abord par un petit exercice. C'est un exercice qui est très simple, c'est de connaître d'abord la proposition subordonnée complétive. Et donc, je dois indiquer ensuite la fonction de cette complétive. Je voudrais que tu restes près de moi, ça c'est la première phrase. La deuxième phrase, nous comprenons, comme vous le voyez sur l'écran, nous comprenons que ce travail n'est pas du tout facile. Troisième phrase, l'avocat déclara que son client était innocent. La quatrième phrase, je doute qu'il pleuve demain. La cinquième phrase, il faut que vous réussissiez dans cette épreuve. Et la dernière phrase, je suis certain que tu aimeras ma tarte. Voilà. Je vous donne quelques minutes ou quelques instants pour travailler l'exercice. J'espère que vous trouviez le bon chemin. Donc, pour répondre, et vous l'avez déjà trouvé, la première phrase, je voudrais
que tu restes près de moi. Donc ici, nous avons que tu restes près de moi, c'est la proposition, bien sûr, complétive par que, et la fonction, c'est un complément d'objet direct. Pourquoi? Je dis, je voudrais quelque chose. Quelque chose, c'est un complément d'objet direct. La deuxième phrase, nous comprenons que ce travail n'est pas du tout facile. Donc, que ce travail n'est pas du tout facile, ça c'est la proposition subordonnée complétive. Et la fonction, c'est un complément d'objet direct. Pourquoi? Oui, c'est très bien parce que le verbe comprendre est un verbe transitif direct. Il demande la présence d'un complément d'objet direct. Troisième phrase, l'avocat déclara que son client était innocent. Que son client était innocent, c'est très bien, c'est la proposition subordonnée complétive. La fonction de cette proposition, c'est un complément d'objet direct. Pourquoi? Parce que le verbe déclarer demande un complément d'objet direct. On dit « je déclare quelque chose ». Quatrième phrase, « je doute qu'il pleuve demain ». Et donc, c'est très bien, c'est qu'il pleuve demain, c'est la proposition subordonnée complétive. Mais ici, il n'a pas le complément d'objet direct. C'est un complément d'objet indirect. Pourquoi? Tout simplement parce que le verbe douter demande un complément d'objet indirect. Je dis, je doute de quelque chose. Quand vous le voyez, de quelque chose, il y a la présence d'une préposition de pour indiquer qu'il s'agit d'un verbe transitif indirect qui demande le complément d'objet indirect. Cinquième phrase, il faut que vous réussissiez dans cette épreuve. Et donc nous avons que vous réussissiez dans cette épreuve, c'est la complétive par que. La fonction, c'est un complément d'objet direct, c'est toujours la même chose, il faut quelque chose. Je suis certain que tu aimeras ma tarte. Que tu aimeras ma tarte est une complétive par que. Quelle est sa fonction? Ce n'est pas le complément d'objet direct, c'est un complément d'objet indirect. Pourquoi? Parce que si je refais la même phrase, je suis certain de quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a la présence de la préposition de. Et nous avons le complément d'objet indirect. J'espère que ça marche. Maintenant, on passe à la deuxième phase de l'exercice, ou à un autre exercice, grand B, je mets les verbes entre parenthèses autant qu'ils conviennent. Donc, la première des choses, on a travaillé de connaître d'abord la complétive, mais la deuxième des choses, c'est travailler sur le mode verbal ou le mode du verbe, suivant le verbe modalisateur. Vous avez 4 phrases en même temps. La première phrase, je lui ai dit que le verbe, vous allez conjuguer le verbe être dans le pronom personnel je, surpris de son départ. Deuxième phrase, je désire qu'elle, le verbe réussir son examen. Troisième phrase, j'ai peur que vous, ne, le verbe dire la vérité. Et quatrième phrase, il sait qu'il, le verbe devoir faire des efforts l'année prochaine. C'est à vous maintenant. Allez, vous cherchez les temps et les modes qui conviennent. Bien sûr, on doit se référer à un tableau. Le tableau que vous avez déjà vu dans la séance de la complétive. Le tableau, il y a, si je vous rappelle, il y a un tableau, il y a 2 cases. La case où il y a le verbe introducteur ou le verbe modalisateur qui demande l'indicatif et les verbes modalisateurs qui demandent le subjonctif. J'espère que vous l'avez trouvé. Maintenant, on passe aux réponses. La première phrase, je lui ai dit que je serai. On peut dire, je lui ai dit que je suis. Je lui ai dit que je serai. Mais c'est toujours l'indicatif. Si je vous fais un rappel de l'indicatif, ce sont les temps qui sont sur l'axe de temps. Le présent, passé récent, futur proche, futur antérieur, futur simple. Nous pouvons avoir l'imparfait, le passé composé, le plus que parfait, le passé simple et le passé antérieur. Ce sont des temps de l'indicatif. Voilà. Donc, je serai, c'est à l'indicatif. On passe à la deuxième phrase. Je désire qu'elle. Le verbe réussir. Qu'est-ce que vous allez faire?
Donc le verbe désirer, qu'est-ce qu'il demande? Il demande le mode du subjonctif. Et donc la phrase serait « Je désire qu'elle réussisse son examen ». Donc le verbe réussir au subjonctif. La troisième phrase, « J'ai peur que vous ne… » Le verbe dire. J'ai peur, avoir peur, c'est une émotion, c'est un sentiment, et donc avec le sentiment, on utilise le subjonctif, et bien sûr, vous ne disiez la vérité. Ça, c'est la phrase, ou ça, c'est le mode exact. Quatrième phrase, il sait qu'il doit faire plus d'efforts l'année prochaine. Donc, il sait, c'est le verbe savoir, c'est une confirmation, c'est une affirmation, on peut même dire, c'est une déclaration du verbe savoir. Et donc, le verbe doit être à l'indicatif. Donc, pour récapituler un petit peu, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu les péripéties, nous avons travaillé les péripéties avec les tableaux, avec beaucoup de questions concernant les actions entreprises par les personnages. Nous avons vu le discours direct où il y a deux choses. Il y a le verbe introducteur qui est au présent où il n'y a plus de changement. Il y a le verbe introducteur qui est au passé où il y a des changements. Et nous avons vu ces changements, comment ils sont. Et la dernière phase, c'était la complétive. Et dans la complétive, on a travaillé sur les verbes. Les verbes, bien sûr, modalisateurs. Il y a des verbes qui donnent le subjonctif, il y a des verbes qui donnent l'indicatif. Et en même temps, on a vu la fonction des complétives. Donc, il n'a pas une seule fonction, il a deux fonctions. La première fonction, c'est complément d'objet direct quand le verbe est transitif direct, c'est-à-dire qu'il demande le complément d'objet direct. Et la deuxième fonction, c'est le complément d'objet indirect, c'est-à-dire les verbes transitifs indirects qui demandent la présence, bien sûr, du complément d'objet indirect. Et donc, avec ces exercices, vous pouvez même chercher d'autres exercices sur d'autres livres, sur le manuel, le livret de l'élève, sur Internet pour bien maîtriser cette phase de soutien. Et la phase de soutien, c'est pour bien faire le travail. Et je vous demande de bien revenir vers la lecture, de chercher d'autres textes sur lesquels vous pouvez travailler les péripéties et les actions qui sont entreprises par les personnages. Et on a vu bien sûr le coup de théâtre, et on a dit que le coup de théâtre c'est quoi? Le coup de théâtre c'est une phase où il y a l'imprévu, il y a l'inattendu, c'est-à-dire il y a un changement d'événement, on passe d'une action qui est stable, une action qui est initiale, vers une autre action où il y a un déclencheur de problèmes sur lesquels tous les personnages vont agir, vont réagir pour trouver la solution et pour tomber dans le dénouement. Et bien sûr, pour trouver tout cela, on a travaillé même sur la langue et communication que vous avez vu. Puisqu'il s'agit du théâtre, il s'agit bien sûr du discours direct et indirect. Et puisqu'il y a le travail sur des paroles, on a travaillé sur la complétive avec eux. Je vous demande de bien travailler. Merci bien à vous et au revoir pour la prochaine séance, Inch'Allah.